seul. Je crois qu'on n'est pas très loin du théâtre. Moi, le théâtre, là, Regarde. le temps s'est arrêté ici, on a des organes. Tu vas comprendre. Et la salle de classe devait se trouver au fond pour les filles, et nous se trouver par là, de l'autre côté. Je reconnais que c'était grand, ça je m'en rappelle. Et puis les portails, c'est de la fierté et de la tristesse de voir tout ça, parce que ça représente tellement de travail. Là, nous sommes dans les ruines de bâtiments extraordinaires qui était le sanatorium de Treux. Et ce bâtiment aurait bientôt 100 ans, puisque une grande partie a été construite entre 1928 et 1932. Et c'est l'œuvre de Maurice Violette, qui a été maire de 1908 à 1960, vous voyez. Et c'était un grand bâtisseur. Tous ces enfants qui peuplent les écoles des grandes villes, regardez-les bien, écoutez-les aussi, écoutez ces toux inquiétantes. Regardez ces visages amaigris. La tuberculose est partout. Là où en 1939 on comptait 10 tuberculeux, on en compte 15 aujourd'hui. Mais pour guérir nos enfants, il faudra des lits dans les beaux pays où l'on retrouve la joie de vivre à l'air pur. La grande maladie de l'époque, eh bien, c'était la tuberculose. On n'avait rien pour la soigner, uniquement de mettre les gens au soleil plutôt, et au repos. Voilà. Puisque cette maladie était quand même très transmissible en fait, hein, par les crachats, par tant de choses. Mais on n'avait rien à l'époque. Donc c'est pour ça que dès 19, c'est-à-dire tout de suite après la guerre de 14, eh bien, le maire a pensé à faire un grand ensemble, quelque chose d'immense, et ils ont choisi ce bois que l'on appelait le bois de la Muette. Les premiers travaux, ça va être 1921, et puis petit à petit, on a commencé par un préventorium, puis un certain nombre de bâtiments, des bâtiments immenses, puisque ce sont sur 3 rangées, si je puis dire, dont plus de 370 mètres de long sur à peine 10 mètres de large, parce que vous aviez juste les chambres bien exposées au sud, et un couloir pour aller de chambre en chambre avec, bien sûr, un certain nombre d'autres bâtiments annexes, si je peux dire. Je vous envoie la photo de notre nouvelle demeure. C'était des femmes qu'il y avait au moment où ça a été pris en photo. Car avant, c'était une maison de repos. Maintenant, c'est un sanatorium. Ma chambre est marquée d'une croix et le lit que vous voyez, c'est le mien. On est 2 femmes par chambre et j'ai un poste de TSF pour me désennuyer. Quelle tristesse.
Nous, c'était dans les années 50 qu'on venait ici. Ah oui, bah alors j'étais toute petite, On n'était pas grand non plus. Hein. On était encore en maternelle avec Jean-Luc. Ouais. Mon papa était architecte de la ville. C'est mon papa qui a gagné le concours. Puisqu'en fait, il y avait eu un concours pour la réalisation du sanatorium. Et donc le maire de l'époque, Maurice Violette, lui a fait confiance et c'est lui qui a dessiné tout le bâtiment du préventorium, du sanatorium. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une demande pour X chambres, donc plutôt que de faire il a préféré faire des bâtiments différents, un alignement, enfin une composition. Donc là, c'est dans son esprit que ça s'est mis à travailler. J'en étais très fière, j'étais très fière de mon papa, pourtant on ne se connaissait pas en fait, parce qu'il travaillait de minuit à 4 heures du matin, il se réveillait, prenait son petit café dans son cabinet de toilette que ma maman lui préparait la veille, et puis voilà. Quand on regarde les plans de l'architecte, eh ben, il dessine souvent une forme de vent, comme si le vent vient s'engouffrer, puisque pour soigner les malades, il fallait aussi le grand air. Et donc on voit souvent Enfin, le vent, il le dessine comme ça. Enfin, si vous faites des zooms sur ces plans, et en fait, je l'ai imaginé comme ça, comme un motif de vent qui viendrait... mais bon, c'est une interprétation personnelle qui n'est pas forcément la vérité. Ce que j'aimais bien aussi sur ces balcons, c'était les petits détails. Il y a des endroits encore où on peut monter ou pas? Parce que je vois qu'il y a pas mal de volets qui sont tombés. C'est vraiment trop chouette d'être là après tout ce temps. C'est beau quand même. Ce qui est très drôle, c'est que dans l'organisation des bâtiments, ce que je trouve intéressant, c'est que le tout premier, donc celui qui est à l'avant, vraiment vers le grand paysage, et ben, c'était le pavillon des gens qui avaient de l'argent. C'est vraiment très appliqué. Ensuite, il y avait le pavillon, le deuxième, qui était, je crois que c'était les indigents, donc ceux qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer, donc ils n'étaient pas en première ligne, donc ils n'avaient pas eux la grande vue dégagée. Et après, c'est très cynique, mais du coup, le dernier, c'était celui des très très malades. Donc après, on a ajouté en deuxième phase le pavillon des enfants, mais ceux qui étaient très malades. Et juste derrière, bah, il y avait le crématorium. Donc en fait, c'est... Enfin voilà, le plan modernisme, premier plan, ceux qui avaient de l'argent, après, hop, on s'éloigne, et plus on est malade, et plus on va vers le crématorium, quoi. Après, bah, la forme, la fonction, là, on y est. J'ai été diplômée de Paris-Malaquais en faisant mon diplôme sur le sanatorium de Dreux. Et donc j'ai trouvé celui-ci parce qu'il conjuguait pas mal de critères que je trouvais intéressants. Tout l'aspect du plan moderniste, etc. Mais également sur tous ces détails d'années 30 art déco qui, moi, me plaisaient beaucoup. C'est une époque que j'apprécie beaucoup. Et il y a plein de détails auxquels on ne prête pas forcément attention, mais ça va être toutes ces petites formes de vent, le vent qui s'engouffre au niveau sur les façades. On va avoir des petits détails. On a des garde-corps qui sont très typiques aussi des années 30. Et surtout, les lettres sur les pavillons qui sont très typiques et que j'ai trouvé très intéressantes. Et voilà, c'était la couverture de mon mémoire. Ce qui m'a intéressée et l'aspect sur lequel j'ai travaillé, c'était l'obsolescence programmatique. C'est-à-dire que les sanatoriums, comme d'autres bâtiments, sont construits pour une
dessinée précise. Et c'est tout le génie de ces bâtiments, c'est qu'on les construit pour répondre à un besoin. Ici, c'était de vaincre la tuberculose quand les vaccins n'existaient pas. Et donc, c'est des bâtiments qui ont des formes très atypiques. Qui permettaient du moins de soigner les malades. Donc c'était par le grand air, l'exposition à la lumière, etc., etc. Et donc c'est des bâtiments qui, de par leur aspect typologique, sont aujourd'hui très compliqués à entretenir, à rénover, depuis que les vaccins ont été trouvés et puis que on n'a plus d'usage en fait, on n'a plus d'usage à ces bâtiments-là et du coup ils sont laissés à l'abandon et pour certains depuis de nombreuses années. Hélas, Hitler a faim. Lors d'une campagne électorale, il y a 1 an, nous vous avions averti, amis, qu'il n'y avait rien à faire avec le fascisme. Vous avez voulu cependant lui faire confiance. Nous étions des bellicistes. Aujourd'hui, vous le voyez bien qu'Hitler aura toujours faim. Maurice Violette, 30 août 1939. Quand les Allemands ont approché de Dreux en juin 1940, le directeur du sanatorium, un docteur Baradier, a fichu le camp, criant sauf qui peut, et il a disparu, laissant ses malades donc, du sanatorium en plan. Et donc on a appelé mon beau-père en catastrophe, voilà. Et c'est donc la raison pour laquelle il est arrivé très vite à Dreux et qu'il s'est installé dans le pavillon du médecin. Je ne sais pas si c'était celui-là, là c'était l'administration. Je pense qu'il y avait ses bureaux. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands qui avaient vraiment la trouille, si je puis dire, d'être malades et d'attraper la tuberculose, n'approchaient pas trop de ces bâtiments, ce qui a permis au docteur Roche de pouvoir cacher des juifs ou des résistants. Le docteur Roche et son épouse maquillaient la nuit des radios des malades et falsifiaient des analyses. Alors ça quand je l'ai appris, ça m'avait vraiment... il y avait évidemment des malades aussi, j'allais dire des vrais malades dans ce sanatorium, évidemment, mais on analysait à l'époque des crachats. Et donc, mon beau-père changeait le nom sur les prélèvements qui étaient faits sur les patients. Et quand les Allemands demandaient des preuves pour savoir si les Juifs étaient réellement malades, enfin les médecins juifs, en particulier, je pense au docteur Edner, parce que mon beau-père m'en avait beaucoup parlé. Un jour, j'étais en train de me reposer et j'étais quand même inquiet. Je savais que d'un moment à l'autre, les armes pouvaient arriver et j'entendais boum, boum. Et je savais, ça y est, les Boches, ils sont venus me chercher, moi, un autre. Il y avait un autre juif qui était caché là-bas. Et puis ils ont dit, docteur Ebner, oui, je regarde, faites votre valise, qu'il a téléphoné à la Gestapo, il a dit, mais là, le docteur qu'on est allé chercher, c'est un tuberculeux, il est contagieux. Il a pu rester dans le sanatorium. Les Allemands sont revenus le chercher une 2e fois. De nouveau, le fait qu'il soit toujours positif a fait
Il est reparti au sanatorium, d'ailleurs au CISEC, et là, c'est là qu'il s'est rappelé d'une connaissance où il a croisé, où quelqu'un est venu en visite, une dame qu'il avait soignée dans le temps, et il lui a demandé s'il pouvait disparaître chez elle. Ils n'ont jamais fait état devant nous, devant leurs enfants, de leurs activités qu'ils avaient dans un réseau de résistance qui s'appelait Libération Nord. Et en fait, c'est le docteur Jean Botvinnik, un médecin de Dreux, qui a découvert cela parce qu'il recherchait les personnes qui avaient aidé les Juifs pendant la guerre. Et c'est tout à fait incroyable. Enfin, ça a été une découverte tout à fait incroyable pour toute la famille, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, et d'autant qu'ils avaient disparu. Et que la seule chose que nous savions, c'était ce que m'avait raconté ma belle-mère en disant oui, effectivement, pendant la guerre, on a falsifié des radios, on a changé des analyses. C'était très... Elle voyait ça, je dirais pas comme un amusement, mais ça leur procurait à tous les deux certainement une très grande satisfaction. Il faudra changer le store quand même. Oh, c'est impressionnant. Comme vous pouvez voir, c'est absolument immense cet endroit. Et beaucoup de personnel étaient très attentifs pour pouvoir faire tout ce qu'ils pouvaient, évidemment, pour protéger et les malades et les Juifs, naturellement. Il devait y avoir au moins une soixantaine de personnes qui travaillaient pour les enfants. Et au sanatorium, il devait y avoir 200 ou 300 personnes qui travaillaient pour le sanatorium. Parmi ces 200 ou 300 personnes, il y avait des résistants. Qui étaient-ils? On ne sait pas trop. Quelles relations ils avaient entre eux? On ne sait pas trop non plus. Mais bien sûr qu'il y avait des cellules qui n'étaient pas forcément en contact les unes avec les autres. Et c'était aussi la loi du silence, et moins on en savait, et mieux ça valait. Enfin, si on peut dire, il y a eu quelques personnes qui ont bénéficié de cet accueil, mais je ne peux pas dire qu'il y en a eu beaucoup ou pas beaucoup. Les seules traces pour parler réellement historiquement parlant et réellement, il faut qu'on ait des traces écrites quelque part, même des témoignages éventuellement, mais des témoignages réels de gens qui ont vécu ça et non pas des bruits, j'ai entendu dire qu'il y aurait eu 300 enfants juifs qui ont été sauvés au préventorium. C'est totalement faux. Il y a bien eu 300 enfants au moment de la débâcle, emmenés par les deux institutrices quand les Allemands sont arrivés, mais il n'y a jamais eu 300 enfants juifs au préventorium. Oui, on habitait à Dreux. J'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires et on a été au Toubi, il nous a dit vous avez la tuberculose, il faut qu'on vous envoie au sanatorium de Dreux. Ensuite, j'ai malheureusement contaminé mon frère, ma sœur, et on s'est retrouvés tous les trois ici. Moi avec mon frère et ma sœur avec les filles. Et là, vous vous souvenez ce que c'était ou pas? Ah là, non, je ne sais pas ce que c'était. Nous, on n'y était qu'une fois. Hein. On est passé une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Hein. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y avait un bloc opératoire, mais peut-être là, je ne sais pas. Le réfectoire était là. Là, c'était les cures. Ouais. Alors ça, là, c'était notre dortoir. Ouais, c'est ça. Les lavabos étaient là. Et on passait par là et on allait à des douches.
Ça me fait penser aux vétérans en ce moment qui viennent visiter les sites où ils ont débarqué il y a 80 ans. J'ai l'impression que je fais comme eux, que je reviens, mais pas sur un site de guerre. Hein. Je suis rentré ici malheureusement en 1951, en octobre, et j'en suis sorti un an après, en octobre 1952. Voilà. Nous étions environ 35 enfants, de 8 ans à 15 ans. J'étais le plus âgé d'ailleurs. J'étais trop jeune pour aller au pavillon des hommes, et j'étais donc, je pouvais aller que aux enfants. Nous étions à peu près, au début que je suis arrivé, on était à peu près une quarantaine, pas plus maximum. Et ensuite, il y en a qui sont trouvés guéris. Quand je suis sorti, on n'était plus que 25 ou 30. Le premier jour, quand on arrivait ici, comme je vous disais, à l'entrée, il y avait marqué « Entrée le tel jour, décédé le tel jour ». Bon, ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. Quand on est arrivé ici, on nous a fait d'abord un tubage pour examiner les crachats, si on était encore contaminé et tout, et après on nous a donné un traitement, c'était du pasignacide et du rémifon, qui existe encore, je crois. Et ensuite, comme je ne guérissais pas vite, on m'a fait un pneumothorax. Alors le pneumothorax, on vous insuffle de l'air entre la plèvre et le poumon, de façon à rétrécir le poumon qui est atteint. Moi j'avais des lésions, j'avais 2 lésions. Donc j'ai gardé le pneumothorax pendant presque 2 ans et demi. Et une fois que je suis sorti, je me faisais insuffler à Dreux au dispensaire. C'est-à-dire que tous les 15 jours, il fallait nous remettre de l'air pour façon que le poumon soit toujours contracté, pour qu'il puisse se cicatriser. C'était un dortoir, hein. Il y avait 40 lits. Il y avait des bas-flancs entre chaque lit, des petits bas-flancs. Et là, au début, quand je suis arrivé, on était 30, 38, quelque chose comme ça, à peu près. Et le matin, il y avait la toilette, ensuite le petit déjeuner. Alors, il y avait un réfectoire, les filles d'un côté, les garçons de l'autre côté. Tout ça sous la surveillance de sœur Maria. Et il y avait 5 femmes de service. Il y avait une école déjà. Il y avait une école pour filles, enfin une classe pour filles d'un côté et garçons de l'autre, qui était tenue par monsieur et madame Dubost. Et après, c'était des cures. Après, il y avait le repas du midi. Et après, on retournait en cure. Alors, il fallait rester couché sur le dos, rester à rien faire. On pouvait lire, des choses comme ça, mais il ne fallait pas bouger. Il ne fallait pas bouger, il faut rester le plus possible sur le dos. Vous lisiez quoi? On n'avait pas le droit de la lecture, je ne me souviens plus. On lisait à cette époque-là des Tintins, des Spirou, des choses comme ça, quoi. C'est pas la sœur qui nous prêtait des bouquins. Hein. À l'âge de 4 ans, on m'a découvert une primo-infection assez importante. Donc, à l'époque, il y avait pas mal de tuberculeux. Donc, il y avait des lieux comme ça immenses un peu partout en France. Et moi, on m'a mis dans ce sanatorium. Parce que les gens, ils ne voulaient pas s'approcher de nous, parce que c'est très contagieux. Si vous envoyez des postillons à quelqu'un, que vous êtes tuberculeux. On a parlé du Covid, mais ça, c'était énorme à l'époque. J'ai plusieurs tantes qui sont mortes à 17 ans. Et toutes les familles avaient des riches ou pauvres, il y avait des tuberculeux. Pour me faire venir ici, mon père m'avait raconté une histoire en disant qu'on allait dans la forêt, dans un bel endroit, voir des bambis.
qu'on allait peut-être en rapporter un à la maison. Surtout dans un appartement parisien, ça aurait été pas mal, je trouve. Et puis, donc, je suis arrivée ici, et puis, bien sûr, j'ai compris que j'allais y rester. Il y avait une gamine qui était toute palichonne, qui devait avoir 8 ans peut-être. Et alors, je m'approchais, mais on ne se parlait pas. Elle me faisait toujours comme ça. Et moi, je m'asseyais par terre, et puis on se regardait comme ça. J'adorais ça, je la trouvais belle, comme un petit elfe. Voilà. Puis je me disais, je vais peut-être quand même voir le Bambi plus à côté d'elle, ou des choses comme ça. J'avais beaucoup d'imagination. Et puis un jour, je n'ai plus vu. Et puis j'avais quand même l'oreille qui traînait. J'entends des monitrices qui disent « Ah, vous savez, la petite, je ne sais pas comment qu'ils l'appelaient, côté, elle est partie cette nuit. » Sans comprendre, j'ai quand même compris que je ne la verrais plus. Le matin, on avait un café au lait ou une espèce de chocolat au lait. Mais au lieu que ce soit des bols, c'était des espèces de gamelles comme maintenant on donne aux chiens. Alors, une gamine, comment voulez-vous? Alors, soit avec une cuillère à soupe, ou alors il fallait prendre la gamelle et comme ça. Et puis on avait des tartines de beurre. Et alors, il y avait des grandes, on mettait souvent des petites à côté de grandes pour que les grandes s'en occupent. Et les grandes, quelquefois, elles nous fauchaient nos tartines. Et les dimanches, donc on avait des visites, donc on nous donnait moins à manger parce qu'ils savaient que les parents apportaient des friandises. Et alors le soir, chaque dimanche, c'était la même chose. On nous donnait du pudding. Et alors ça, j'adorais ça par contre. Mais on n'avait que ça à manger, soi-disant parce que les parents avaient apporté des friandises. Cher tata, cher tonton, je vais bien, je mange bien, je pense que vous allez bien. Nous avons eu cinéma dimanche, je me repose bien, on fait des cabanes de bois, je suis en bonne santé, je vous embrasse bien. Alors les séances de ciné, j'adorais ça, bien sûr, mais c'était que du noir et blanc. Alors comme film, c'était souvent des films tristounets. Alors il y avait Les Deux Orphelines, je ne sais plus de qui c'est ça, enfin bon, mais enfin ça me... Et le film qui faisait rire tout le monde, c'était François Ier avec Fernandel. Alors il y avait un passage où Fernandel, il est allongé, on va le torturer, mais c'est de la rigole, quoi. On met du sel sur ses pieds, et il y a une chèvre qui lui lèche les pieds. Alors il fait ah, et ben moi ça me faisait pas rire, j'avais l'impression qu'il souffrait. Voici le cliché radiographique du garçonnet. Il vient, hélas, confirmer le diagnostic précédemment établi. L'enfant est tuberculeux. Son bon état de santé n'est qu'apparent. Cette caverne ronde est la lésion type de la tuberculose de l'enfant. Bon, la radio, c'est rien. Respirer plus. Comme nous étions tuberculeux, il fallait faire des analyses régulièrement. Et alors, on vous fait comme analyse un tubage. À l'époque, quand j'avais 4 ans, le tuyau, il était comme ça. Et on me pinçait le nez, et puis il fallait ouvrir la bouche, et le tuyau, il passait jusqu'à l'estomac pour récupérer les glaires. Les glaires, on les analyse pour voir s'il y a encore ce qu'on appelle des BK, bacilles de coque. Mais comme les petites, ils avaient peur qu'on ne se laisse pas faire, on nous mettait une camisole de force, comme chez les fous. Alors, oui, une gamine de 4 ans, quand on lui fait ça, on ne comprend pas trop, quoi. On nous faisait écrire, mais moi je ne savais pas écrire. Alors c'est une monitrice qui écrit. Alors j'écrivais à mon papa que je lui souhaitais un bon Noël et que pour les fêtes de Noël, on allait me déguiser en petit nain. Cher papa, je suis toujours en bonne santé et je pense qu'il en est de même pour toi.
Hier, le cinéma était très intéressant. Nous avons vu un film sur la montagne. Nous sommes en pleine préparation de fête de Noël. Moi, je suis un petit nain. Vous voyez, c'était... Les petits nains de la montagne, verduronnette, verdurée, toute la nuit font la besogne, pendant que dorment les bergers. C'est tout ce que je m'en rappelle. La tuberculose tue encore 10 000 Français par an. Aussi importe-t-il d'instruire le public, dès l'école, mais aussi après, des moyens de l'éviter et de s'en défendre. D'où l'importance de l'information et de l'éducation sanitaire en ce domaine. C'est sur ce thème que vient d'être lancée la nouvelle campagne du timbre antituberculeux, remis par Georges Duhamel, président du Comité national de défense contre la tuberculose, à M. Chenot, ministre de la Santé publique. C'est probablement un lieu de mémoire d'abord médical, puisque jusqu'à l'arrivée de la streptomycine dans les années 1950, ça a détrôné complètement ce qu'on a appelé l'héliothérapie, puisque c'était le soleil qui devait tuer le BK, le bacille de Koch, le bacille de la tuberculose. À partir du moment où la streptomycine a commencé à exister, le sanatorium évidemment n'avait plus beaucoup d'utilité et donc il a été désaffecté, remplacé par d'autres services. Ces bâtiments réservés aux tuberculeux vont devenir petit à petit inutiles après avoir par moment reçu plus de 1000 malades. Et donc ça va être transformé d'abord en spécialité, un hôpital cardiologique, puis après une EHPAD. Mais en 1995, ce bâtiment va être complètement vidé, si je puis dire, et il va devenir petit à petit une ruine. Un de mes amis, je ne sais pas s'il squattait ou il louait, mais habitait ici. Donc j'ai souvenir de petites foires, de repas, de choses un petit peu bizarres qu'on faisait ici. Enfin bizarres non, mais à l'époque c'était super parce qu'on pouvait se promener dans les couloirs, on a fait des photos, on a fait plein de choses. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que c'était quand même pas dans cet état. Il y avait encore des fenêtres, c'était pas l'hôtel des courants d'air, et on avait donc la possibilité de faire des jeux de piste, de faire plein de trucs. C'était magique, ouais. Pour moi, c'est l'amusement, c'est pas du tout la maladie ni toutes ces choses-là. Pour moi, c'est le côté festif, c'est le côté rigolade, c'est le côté jeu de cache-cache qu'on pouvait faire, parce que là, c'est magique. On n'était pas venu dans l'objectif de faire des photos, ce qui fait que les photos, c'est vraiment des photos à l'arrache, hein. C'est des photos qui représentent, on voit les couloirs, on voit encore qu'il y avait les lits sur certaines des photos. Il y en a une, je me souviens, c'est dans la cuisine de mon ami, là. Faut dire, on avait 24-25 ans, quoi, donc on rigole, on s'amuse, et c'est vrai que c'est une période, une époque où tout est cool, quoi. Il n'y a pas le stress, il n'y a pas le sida, il n'y a rien, quoi. La vie est devant nous, la vie est belle, quoi. On la prend avec passion, avec envie, quoi.
2022, faites toujours les bleus. Ok. Je vois 2022, donc il y a des gens qui sont venus en 2022. La plupart du temps, quand je finissais les cours et qu'on avait des trous, on venait ici pour passer du temps avant de reprendre le bus pour rentrer chez nous. Et en général, on venait pour visiter les lieux. Et aussi, des fois, monter un peu sur les toits. Enfin, on s'amusait, on faisait un petit peu les... Voilà, on était libre ici, donc on s'amusait quand on venait. Je me demande comment ça fait quitter le encore. Pour moi, c'était un gros bâtiment qu'on pouvait visiter et courir dedans. C'était ça, en fait, le but. En fait, il y a ce bâtiment-là, il nous reste 2 heures à faire, bon, vas-y, viens, on va dans l'autre. Et en fait, on allait au plus vite possible pour vraiment visiter tous les bâtiments. En fait, on était beaucoup trop pressés, on voulait tout découvrir tout de suite. Et on avait pratiquement tout découvert en 2 jours. On avait tout regardé et puis on a des salles magnifiques qu'on a pu voir, comme la salle de théâtre, qui était une salle qui était... on s'y posait, on y jouait dedans, donc c'était un endroit qui était chargé pour nous et puis on en aura un souvenir qui sera plus que positif. Les jeunes aiment ça en fait, venir dans des endroits abandonnés, c'est un petit truc en plus, ça met un petit peu d'adrénaline on va dire. Là aussi, ça a brûlé, on voit bien, c'est des jeunes, ils ont jeté des trucs. Là, on a un beau graphe. Attends. Tu vois quoi, toi? Bon, allez, on va aller faire les 2 autres bâtiments, le théâtre, tout ça. Pour moi, il est au rez-de-chaussée, le théâtre. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? On peut se cacher comme... On n'embêtait personne, et puis on passait du bon temps entre amis. On va aller vers le sas. Alors le château d'eau, on arrivait avec des amis après les cours. On était plusieurs, donc on est monté jusqu'en haut. On avait fait une photo pour immortaliser le moment qu'on n'a pas retrouvé, malheureusement. C'est le moment de liberté, quoi. On était là-haut, on s'est assis, on a discuté, on est resté posé là-haut et on bougeait pas. Et après on est redescendu parce que ça faisait quand même assez peur. Trouver la salle de théâtre. Oui. Juste là. Bâtiment 2. Entre les deux. C'est exactement celle-là. Moi, quand je venais, après le lycée, ce trou-là, il n'y était pas. Donc de voir ça, oui, ça me fait chier, en fait. En fait, on va dire que j'ai la nostalgie d'être venu et d'avoir aimé en fait le lieu comme il est. Mais en fait, je suis dégoûté parce qu'en fait, je vois qu'ils se délavent de plus en plus, en fait. Et encore une fois, voir des gens qui vont refaire les travaux là-dedans pour faire des habitations, j'y crois pas. Je me dis c'est pas possible. Enfin, quand on voit les murs, quand on voit le plafond, tout est mort, en fait. Voilà, oui, là, ça pourrait s'apparenter à une petite chambre, là aussi. Mais il y en a certaines, elles sont gigantesques. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une dizaine d'années, je m'étais amusé à regarder quels étaient les monuments les plus visités de Dreux sur Internet. Ceux qui étaient le plus recherchés sur Internet, eh bien, c'était le sanatorium. C'était pas le Beffroi, c'était pas la Chapelle Royale, mais c'était ce bâtiment-là qui avait cette réputation de fantôme, etc. Mais malheureusement, eh bien, je crois que j'ai plus la date exacte, mais un gamin de 19 ans est tombé d'un escalier et il s'est tué. Et alors, bien sûr, là, tout a changé. Il y a eu bel et bien un avant et un après. En avant, on était bien, hein, on était chargé en positivité quand on venait. Et puis après son décès, nous, on est revenu beaucoup plus tard pour rendre hommage et aussi revoir le bâtiment une dernière fois. Et à partir de là, tout de suite, en fait, c'est pesant.
On s'y sent pas très bien. On y est même retourné de nuit. C'était encore pire. On n'y était vraiment pas bien du tout. Ce bâtiment-là, par contre, ceux qui vont vivre par ici. Hein. Clairement, ceux qui croient aux fantômes, ils vont pas kiffer. Dans un lieu, c'est vrai qu'il y a une histoire, c'est un sanatorium, c'est un lieu qui est impressionnant de par son ampleur, sa grandeur, et c'est un lieu qui est sombre, on se balade la nuit. On a envie, en fait, souvent dans que ce soit des vieilles maisons, on a envie de dire qu'elle est hantée, quand c'est un vieil hôpital, on a envie de dire qu'il est hanté. Moi, pour l'instant, en tout cas, dans toutes mes expériences que j'ai ici, j'ai quelques doutes à des moments, mais je peux jamais, en tout cas, je peux pas affirmer que ce lieu est réellement hanté. Et j'en suis bien désolé. Je suis venu, j'ai visité le lieu un peu à la façon urbex, donc vraiment la visite pure. J'avais pas vraiment de caméra, quoi. J'avais un téléphone, j'avais voilà. Et j'ai visité et bon, j'entendais des bruits, j'entendais des choses et puis tout ça. Évidemment, quand on est tout seul dans un lieu aussi grand, on se pose beaucoup de questions. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, entre ce qu'on voit dans les vidéos et ce qu'on voit en vrai, c'est deux choses différentes parce que notre cerveau travaille énormément. Notre cerveau, nos yeux, tout travaille. Donc, malgré tout, il y a des choses qui m'ont interpellé. J'entendais des genres de petites voix, mais c'était vraiment un film, c'était léger. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ce serait bien que je prenne une caméra, que je vienne, et voilà. Donc nous, on vient avec du matériel, donc on vient avec nos caméras, on vient avec des enregistreurs numériques, on vient avec plein de petits objets qui, pour nous, permettent de tenter, de tester des choses, en fait. C'est pas une science exacte, donc on tâtonne un petit peu, on essaye plein de choses pour essayer d'avoir une réponse, essayer d'avoir des communications qui peuvent se faire, en fait. On est ici pour essayer de communiquer avec vous, avec les personnes qui sont restées dans ce bâtiment. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour voler, on est là en toute bienveillance. Donc on attend de vous que voici un signe de votre présence. Ça peut être un bruit, ça peut être de nous toucher, ça peut être d'utiliser les différents instruments qu'on va vous proposer. On va avoir cette petite crainte quand même. Il y a une double crainte. La fameuse crainte est qu'effectivement, il y ait quelque chose de paranormal, voilà, et qu'on ne sache pas comment réagir. Comme la deuxième crainte, qu'il y ait du monde ou les forces de l'ordre qui nous surprennent dans un lieu qui est, entre parenthèses, quand même, malgré tout, interdit. Est-ce que vous pouvez essayer de répéter mon prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Michael. Est-ce que vous pouvez essayer de répéter Michael? J'ai eu deux expériences, en tout cas ici, qui m'ont marqué. La première, c'est avec des cartes. Donc je jouais avec des cartes, en train de dire, quelle est cette carte? Donc c'était un as de pique que j'avais dans la main. Et on utilise une machine qui s'appelle une Spirit Box, c'est une radio qui balaye les ondes radio. Donc on entend la radio, c'est là où c'est toujours compliqué d'affirmer en fin de compte.
et de savoir quel pourcentage de chance ou quelle est la probabilité d'avoir une réponse intelligente. Et à ce moment-là, ça a répondu clairement As de pique. Est-ce que vous avez compris la règle ? Attention, je vous montre une première carte. C'est pas le lieu le plus hanté de France, parce que, comme je dis, chaque enquête est très compliquée. Il y a une complexité dans chaque enquête. Peu importe le lieu que c'est, il y a toujours une complexité différente. Là, en l'occurrence, c'est ouvert. Même il y a des années de ça, c'était ouvert. Donc, il y a les bruits ambiants, voilà. Il y a, là, je viens d'entendre un bruit, voilà, je pense que c'est un stand de tir ou quelque chose, donc à mon avis, ça doit être des coups de feu. Donc, la journée, il y a des bruits ambiants qui sont omniprésents. La nuit, il y a les animaux qui sont omniprésents aussi. Donc, il y a tout type d'animaux qui se promènent dans les bois, tout ça, voilà. Donc, trouver des choses qui sont concrètement paranormales, c'est très compliqué. Dire que c'est le lieu le plus hanté de France, c'est faux. C'est totalement faux. L'hôpital va vendre à la mairie pour un franc symbolique cet hôpital et la mairie va se trouver avec ses bâtiments en ruine, ne sachant pas trop quoi en faire. Alors, il y a eu un certain nombre de projets qui ont été faits, d'en faire un centre aquatique, un centre d'entraînement pour des sports un petit peu marginaux, comme l'arbalète, comme le tir, comme un certain nombre. Et puis, les bâtiments vont donc intéresser des entreprises immobilières pour en faire des appartements dans les bois. Et je crois qu'il y a eu à peu près 100 millions qui vont être déboursés pour refaire pas loin de 300 appartements. Est-ce que vous arrivez à imaginer? Comme dans la pub. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est merveilleux. Une espèce de fierté, une fierté, et comme dit Dany, c'est merveilleux parce que c'est nos parents, notre papa, notre maman vivent en nous, et là, c'est matérialisé, quoi. Je trouve que c'est bien, hein. Je pense. Hein. Sans ça, ça tombait en ruine complètement. Hein. C'était déjà en ruine. Hein, j'espère qu'ils ne ramassent pas tout ça à la brouette parce qu'il y en a pour un moment. Hein. Je suis contente que ce ne soit pas démoli et en même temps je suis contente parce que le site est classé. Donc ils sont obligés de respecter beaucoup de choses. Et ça, j'en suis fière parce qu'il y a une trace de mon papa qui va rester là. Et c'est une réhabilitation que je trouve très intéressante. Et je pense que ces bâtiments font partie de notre patrimoine, du Rocasse, ça c'est sûr, mais aussi du patrimoine de la France. Et puis c'est chouette de pouvoir le transformer de l'autre côté. Il a quand même servi à la vie de beaucoup de personnes. Malheureusement aussi, il y a beaucoup de gens qui sont décédés, mais il a participé à l'histoire et je trouve ça chouette qu'il y ait une nouvelle vie. À Paris, il y a plein de bâtiments qui étaient des cliniques, des endroits où il y avait plein de gens qui sont décédés, où il y a eu plein de choses, et dans plein d'endroits aussi de France. Et aujourd'hui, on en fait tout un autre usage et ça pose de problème à personne. Je ne suis pas très sensible, mais ça aurait dû être démoli et puis qu'on replante des arbres peut-être, pour être moderne. On n'a pas de regrets parce qu'on est venu quand même suffisamment de fois ici pour pouvoir vivre ce qu'on a vécu, même si c'était très peu de choses, mais et puis profiter aussi du cadre et un petit peu de cette atmosphère. Bon, c'est vrai que c'est un peu désolant de le voir dans cet état. Bon, ça va être bien, ça va être réhabilité, mais moi j'aime bien quand c'est comme ça, quoi. Le côté justement où on peut
Le côté squat, le côté on se sent plein de liberté. C'est ça qui est intéressant. Je suis très très triste. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Je crois que je le connais par cœur. Donc on a dû le faire de long, large, travers. Et en tout cas aujourd'hui, c'est la dernière fois. Je sais que c'est la dernière fois que j'y mets les pieds. Et voilà, ça me rend nostalgique, on va dire. Voilà. La seule chose qui peut me décevoir à l'heure d'aujourd'hui, c'est de voir l'état de cette salle. De voir qu'elle soit déblayée, c'est pas un problème, mais de voir que notre estrade n'est plus là, c'est un regret. C'est le regret, ça fait un peu mal. T'imaginais qu'elle serait encore là et tu pourrais monter dessus? C'est ça. Monter dessus ou même simplement la revoir une dernière fois, parce que moi, ça sera la dernière fois que je viendrai ici, du coup. Et après, je pense même pas savoir ce que deviendra cette salle. Et j'ai pas envie de savoir. Je veux que ça reste comme c'est. Déjà, l'image, là, déjà, c'est beaucoup trop.